Donc, nous sommes d'avis que le législateur doit maintenant prendre les grands moyens pour exercer son contrôle sur l'action de la DPJ. Il s'agit d'une loi d'exception et l'État ne doit intervenir dans la famille que pour des raisons graves. Et nous constatons que c'est tout le contraire qui se produit depuis quelques années. L'État intervient sur de pures hypothèses, sur de la spéculation, alors que plusieurs cas graves sont en attente et ne sont pas traités en urgence. Les officiers de l'État sont de plus en plus interventionnistes après les ruptures et les divorces. Dans les faits, la compromission pour motif de conflit de séparation a connu une progression fulgurante, au détriment d'une baisse des autres motifs après 2007. Curieusement, le taux de compromission est resté stable. Pendant ce temps, des projets PCR, qu'on appelle parentalité, conflit, résolution, réussissent à recréer quasi 100% des liens parents-enfants. Ces projets sont financés par le ministère de la Justice depuis 2014 et supportés par la Cour supérieure depuis 2011, pilotés notamment par la psychologue Mme Francine Cyr. Il résulte que le modèle PCR et PCR2 nous démontre clairement que si l'État procéderait autrement, on maintiendrait les liens parents-enfants, et ce, au lieu de les briser à la manière de la DPJ. En vertu du Code des professions modifié en 2009, l'évaluation d'un problème psychosocial ou d'un trouble de santé mentale est un acte réservé uniquement aux médecins et aux psychologues. Comment explique-t-on qu'avec une formation technique de niveau cégep, une personne puisse évaluer et communiquer au tribunal le dit trouble psychosocial ou de santé mentale sans qu'un médecin ou un psychologue ne se soit penché sur le cas? Ce petit Larousse confidentiel, si vous me permettez le terme, de la ventilation rédigée par les centres jeunesse en 2012, est-il moralement et légalement acceptable? À l'opposé, il survient des drames effrayants. La Cour du Québec accueille pratiquement 99% des demandes des intervenants de la DPJ. Selon la Cour suprême, les tribunaux doivent agir avec retenue, vu l'intention du législateur de confier la mise en application de la loi sur la protection de la jeunesse aux agents de l'État. Alors, le devoir constitutionnel de contrôle judiciaire et de protection du citoyen face à l'administration publique, notamment par la Cour supérieure, se limite à une grande réserve envers les décisions de la Chambre de la jeunesse. Nous tenons à rappeler respectueusement que l'Assemblée nationale possède un pouvoir suprême qui se trouve au-dessus du système de justice. À cet égard, nous demandons aux législateurs d'édicter une loi afin que les juges, les avocats et les intervenants soient soumis à des normes juridiques très strictes et qu'également ces derniers bénéficient de formations que j'appellerais évolutives. Recommandation numéro 3. Donc, on croit qu'il est impératif de créer une structure de surveillance et de contrôle judiciaire en matière de protection de la jeunesse. Donc, notre proposition, c'est de créer une direction de la protection de la famille. Pour ces motifs, Madame la Présidente, les Papas en Action pour l'équité demandent à la Commission sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse de prendre acte des recommandations que nous vous avons soumises dans le but d'éclairer le législateur afin de modifier les lois dans l'intérêt, pas seulement l'intérêt de l'enfant, mais l'intérêt de la famille québécoise, l'intérêt des parents aussi.